Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα συναντούμε τον ιστορικό, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, εκπρόσωπο τύπου της Διεθνούς Επιτροπής για την κατάργηση του χρέους των χωρών του Τρίτου Κόσμου, Éric Toussaint. Monsieur Toussaint, bienvenue. Vous êtes le coordinateur scientifique de la commission de la dette de vérité en Grèce, ici en Grèce. Est-ce que vous avez déjà abouti à des résultats? Vous s'occupez de ces sujets depuis 2011. Non, je n'ai pas abouti à des résultats parce qu'il s'agit de travailler collectivement avec des personnes qui ont au départ des points de vue différents et des connaissances différentes, des angles d'attaque différents, parce que certains sont juristes, d'autres sont économistes, d'autres sont auditeurs des comptes publics. Et nous allons réaliser une analyse très sérieuse qui va durer plusieurs mois. Nous espérons atteindre des résultats préliminaires au mois de juin, mais ça durera au-delà du mois de juin. Et donc je ne vais pas commencer les travaux de la commission en disant que j'ai des conclusions qui sont réalisées. Il n'y a pas de conclusion. Les conclusions, ce sera rendu public dans quelques mois. Quels sont les critères pour les participants à cette commission? Il s'agissait de... Les critères pour les choisir. Les participants ont des formations, des connaissances, des expériences et des points de vue différents. On a des spécialistes en droit international, des spécialistes en droit humanitaire, en droit commercial, en droit des traités, des spécialistes en termes d'audit des comptes publics, des spécialistes en macroéconomie, en finance internationale, en finance publique. Et donc c'est cet ensemble de personnes, hommes et femmes, venant de pays différents, de Grèce et d'une dizaine de pays en dehors de la Grèce. Ces personnes-là, qui ont des capacités différentes, vont donc discuter ensemble et analyser ensemble toute la problématique de la dette publique grecque. Vous commencerez par les emprunts récents, c'est-à-dire depuis 2009. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi cette période? Parce que il faut établir la clarté sur quelle est la qualité des dettes qui sont réclamées aujourd'hui à la Grèce. Y a-t-il des dettes illégitimes? Y a-t-il des dettes illégales? Y a-t-il des dettes insoutenables ou odieuses? Dans les dettes qui sont réclamées aujourd'hui à la Grèce, puisque la Grèce est en train de rembourser sa dette. Donc il faut partir d'aujourd'hui et remonter vers le passé. Et si nous partons d'aujourd'hui en remontant vers le passé, il y a une unité de temps qui s'est déroulée entre mai 2010 et aujourd'hui, à savoir la période qui a démarré avec la signature du mémorandum en mai 2010 et le remplacement des anciens créanciers qui étaient essentiellement des banques, des grandes banques privées, par aujourd'hui des institutions publiques qui s'appellent le Fonds monétaire international, le Fonds européen de stabilité financière, la Banque centrale européenne et 14 États membres de la zone euro qui ont octroyé des prêts à la Grèce et qu'on appelle, ou en tout cas qu'on appelait jusqu'il y a quelques semaines, la Troïka. Pourquoi certains groupes en Grèce et en Europe sont contre cette décision et veulent prolonger cette période? Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité soit connue, parce que une série d'intérêts puissants de groupes financiers privés et les intérêts d'institutions non démocratiques et de partis politiques qui sont co-responsables de ce qui est arrivé à la Grèce et au malheur provoqué à l'égard du peuple grec. Donc toute une série d'intérêts n'ont pas envie que la vérité soit connue. Et il est clair que ces groupes-là vont essayer de dénigrer, de critiquer le travail du comité de vérité sur la dette
grecque, mais nous allons produire un travail tellement rigoureux et sérieux que nous répondrons sans problème aux critiques qu'on va nous adresser. Tenant compte que nous voulons rester en Europe, est-il un peu contradictoire que les résultats de ces comités de vérité pourraient retourner contre nos partenaires européens? Je ne vois pas en quoi ça se retournerait contre, en tout cas, les peuples européens. Les peuples européens, des pays qui ont prêté de l'argent à la Grèce pour mener des politiques qui ont détruit l'économie grecque, dégradé les conditions de vie du peuple grec. Ces peuples-là n'ont pas été consultés par leurs gouvernements respectifs quand ces gouvernements, pour des intérêts qui n'étaient pas ceux de la Grèce ni ceux des populations de ces pays, ont décidé de prêter à la Grèce à des conditions extrêmement douloureuses pour le peuple grec. Donc je crois que les peuples d'Europe, les citoyens européens ont tout intérêt à ce que la vérité soit faite sur la dette grecque et à ce qu'on montre à l'opinion internationale et aux dirigeants qui ont pris des décisions contre l'intérêt de leur propre peuple et contre l'intérêt du peuple grec, montrer qu'on ne peut pas impunément prêter de l'argent pour mener des politiques qui sont contraires aux droits humains fondamentaux. Ça, c'est votre réponse à ceux qui disent que la création de cette commission augmente la tension à l'intérieur de l'Europe? C'est une partie de ma réponse, parce que l'autre partie de la réponse, elle est aussi très claire. Il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement 472, adopté le 21 mai 2013, qui dit très clairement, à son article 7, paragraphe 9, un État qui est soumis à un plan d'ajustement structurel réalisera un audit complet de sa dette afin de comprendre pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable et afin de déceler d'éventuelles irrégularités. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons analyser de manière rigoureuse, comme comité, pourquoi la dette grecque a augmenté comme elle a augmenté, et nous allons, par un travail minutieux, voir s'il y a eu des irrégularités qui rendent cette dette soit illégitime, soit illégale, soit odieuse, soit insoutenable. Alors je ne vois pas pourquoi, en appliquant une disposition d'un règlement européen, on créerait plus de tensions dans l'Union européenne. Ce serait quand même extraordinaire de reprocher à la Grèce et de nous reprocher, comme comité d'audit, d'appliquer un règlement européen alors que, justement, il aurait fallu l'appliquer avant. La Commission européenne aurait dû rappeler à l'ordre le gouvernement de M. Antonis Samaras et les autres gouvernements des pays sous ajustement structurel pour leur demander de réaliser un audit. Pourquoi, retournons la question, pourquoi les autorités européennes n'ont-elles pas demandé l'application de cette disposition du règlement, alors qu'elles sont si sourcilleuses pour demander au gouvernement des pays soumis à l'ajustement structurel d'appliquer des mesures extrêmement dures en matière de privatisation ou de réduction des salaires ou de réduction des retraites des pensionnés. Il faut se poser la question et je crois qu'il est clair que la réponse, c'est que la décision du Parlement grec, soutenue par le président de la République, par le chef du gouvernement, par différentes autorités, correspond tout à fait à un exercice démocratique élémentaire dont l'Europe a absolument besoin. Pourquoi les journalistes, vous-même vous avez demandé la même question, ne posent cette question? Vous l'avez demandé hier à la conférence de presse hier. Parce que, pourquoi les journalistes ne demandent-ils pas au Premier ministre portugais,
au Premier ministre irlandais, au chef de l'État chypriote ou au gouvernement qui a précédé le gouvernement actuel? Pourquoi, effectivement, n'ont-ils pas posé la question? Parce que c'est une disposition d'un règlement, que je critique ce règlement, mais c'est une disposition qui permettrait de faire la vérité. Or, visiblement, plusieurs grands groupes de presse, reliés aux intérêts financiers privés de quelques-uns, n'ont pas envie que la lumière soit faite sur le processus d'endettement. On préfère juste dire qu'il faut rembourser à tout prix la dette. Il ne faut pas s'interroger sur comment elle a été contractée, à quel but elle a servi, et donc ça les dérange. Et le fait que ça les dérange montre que nous sommes dans la bonne voie. Car si tout le monde nous félicitait, il faudrait se demander si on n'est pas en train de faire une erreur. Quand on dérange, c'est que quelque part, on est en train de réaliser quelque chose de très important. Quand on dérange pour de bonnes raisons, évidemment, qu'on est en train de réaliser quelque chose qui est favorable au rétablissement de la démocratie. Parce que, d'une certaine manière, la démocratie dans les pays européens a été restreinte au cours des dernières années. Les citoyens ne sont pas consultés démocratiquement. Lorsqu'on modifie la Constitution européenne, lorsqu'on adopte des traités, et on voit bien que dans l'opinion publique européenne, il y a un désaveu de plus en plus grand à l'égard des institutions européennes. Lorsqu'il y a élection européenne, il y a une très faible participation parce que les gens perdent confiance dans des institutions qui sont de moins en moins démocratiques. Et donc réaliser un exercice d'audit qui est par ailleurs prévu dans le règlement que j'ai mentionné, c'est quelque part mettre réellement en pratique la démocratie, en tout cas essayer de la remettre sur de bons rails qu'elle n'aurait pas dû quitter. Un autre point est que le règlement 472 de 2013 a des contradictoires articles. Tenons l'article 14 qui dit que Grèce, le peuple croyait que quand les mémorandums vont finir, nous allons être libres. Mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons signé que nous serons sous surveillance jusqu'à la plupart de notre dette extérieure sera repayée. Alors, correct? Effectivement, ce règlement a des aspects tout à fait contradictoires et de fait une mise sous tutelle des pays sous ajustement structurel. Sous tutelle, ça veut dire que les autorités du pays, le Parlement, le gouvernement, sont constamment sous la conduite, sous la tutelle d'institutions qui sont à Bruxelles, qui sont du côté des créanciers. Et il y a des aspects effectivement tout à fait contradictoires et critiquables dans ce règlement, contradictoires au point qu'il est mis dans un article que les mesures d'ajustement structurel doivent garantir le plein emploi, une éducation de très bonne qualité, un service public de santé de très bonne qualité, alors que nous savons que les mesures qui concrètement sont imposées dans le cadre de l'ajustement structurel réduisent l'emploi, réduisent la qualité de la santé publique, réduisent la qualité de l'éducation. Donc effectivement, c'est une politique et un règlement très contradictoires.
What they don't teach you in school, what you don't think about in general, is that when you help a country's economy, you don't necessarily help its people. You sometimes only help a very few of the very rich at the top, and that's true throughout what we call the third world. Identificamos un país que tiene recursos nuestras corporaciones desean. Por ejemplo, en los 70s identificamos a Ecuador como un país lleno de petróleo. Vous avez aidé Équateur, c'est bien reconnu. Quelle est votre réponse à ceux qui disent que l'Équateur est un pays européen, n'ont rien à commun? Mais je dirais que c'est une évidence. L'Équateur se trouve sur un autre continent et l'Équateur est très différent de la Grèce. Mais c'est une évidence. Donc je suis d'accord que c'est très différent et je ne prétends pas du tout dire l'Équateur est le modèle à appliquer en Grèce. C'est un faux débat. J'ai aidé le gouvernement équatorien, à la demande des autorités équatoriennes qui avaient été élues démocratiquement. Ça a donné d'excellents résultats, mais je ne prétends pas que c'est la solution qui peut être reproduite dans tous les pays. Nous allons faire un audit de la dette grecque sans avoir de modèle, sans avoir d'idées préconçues. Nous allons partir des caractéristiques de la Grèce, de l'Union européenne, des traités européens, de l'existence d'une monnaie unique, et nous n'allons pas donc répéter une expérience faite ailleurs. Il n'y a que les gens stupides qui répètent les mêmes expériences tout le temps. Comme disait Einstein, si vous répétez 10 fois la même expérience, vous aurez 10 fois le même résultat. Ce n'est pas une démarche scientifique. Or, nous allons appliquer une démarche scientifique. Vous luttez contre les grands intérêts et les marchés invisibles. Vous avez peur? Non, pas du tout. Absolument. Moi, j'ai très confiance sur le fait que quand on fait un travail pour rechercher la vérité, on ne peut que réussir. Bien sûr, on rencontrera des difficultés, des obstacles multiples, mais c'est le seul moyen d'essayer de progresser. Hey Jude, co dá ti pláč, oči pálí a slzy sebou. Víc nemá, jen malý poslední dár. Znáš písniček pár, i půjdou s tebou. Hey Jude, že má tě rád, to se v písních tak snadno zpívá. Na rubu všech písní, kde končí rým, tam prý leží stín, který nám zbývá. À 13 ans, au village de Mineur, en Belgique, près de Liège, où vous avez né, vous avez participé aux luttes contre la guerre du Vietnam, le racisme, au soutien aux luttes des ouvriers. N'est-on activiste, Monsieur Toussaint, ou c'était l'esprit de l'époque, le moment historique qui vous a fasciné? Non, on n'est pas activiste, c'est clair. Très jeune, j'ai pris conscience des inégalités dans le monde. Je veux dire que je vivais dans un village où il y avait énormément de travailleurs qui gagnaient très durement leurs conditions de travail en descendant à 1000 mètres sous terre pour aller travailler 5 jours ou 6 jours par semaine et recevoir un salaire très bas et n'être pas considérés d'une manière suffisamment digne, leurs conditions de logement, etc. Et je vivais donc dans un quartier populaire où mes voisins étaient grecs, polonais, italiens, espagnols, russes. Et
s'était déplacé pour essayer de trouver de meilleures conditions économiques. Et donc voilà, j'ai pris conscience de la nécessité de la solidarité entre les hommes et les femmes, la nécessité de s'entendre entre peuples de cultures différentes, la nécessité de se battre pour des principes humanitaires fondamentaux. J'étais aussi, comme jeune, très touché par le racisme qui existait aux États-Unis. Martin Luther King et son combat qui l'a amené à la mort parce qu'il a été assassiné, comme on sait, aussi a provoqué une prise de conscience, comme le fait qu'on était les États-Unis étaient en train de bombarder le Vietnam également, un peuple à des dizaines de milliers de kilomètres des États-Unis et qui n'avait rien fait aux États-Unis. Donc tout ça m'a amené à une prise de conscience et j'ai combiné, je dirais, l'action. Effectivement, c'était une époque aussi particulière, 1967, 1968, avec le mai 68. Des luttes importantes, des révolutions, des prises de conscience, la volonté de remettre en cause des idées conservatrices. L'espoir. Et voilà, et donc j'ai participé à tout ça et je n'avais pas changé d'idée depuis. Souvent, je rencontre des gens de ma génération qui me regardent en disant « Toi, tu n'as pas changé ». Effectivement, j'ai beaucoup appris, j'ai accumulé des expériences et des connaissances, mais fondamentalement, j'ai gardé la même orientation. Mais votre génération est aussi responsable pour la situation d'aujourd'hui. Ceux qui ont rompu avec leurs idées d'émancipation. La plupart. Ceux qui sont passés de l'autre côté et qui sont devenus des gestionnaires cyniques, bien souvent, quelquefois honteux. Et quand on est honteux, des fois on est encore plus agressif que d'autres parce qu'on a un sentiment tellement ambigu et ambivalent qu'on peut faire des choses extrêmement graves. Et donc effectivement, José Manuel Barroso, il était de la génération qui a lutté contre la dictature et c'était quelqu'un très à gauche qui est passé tout à fait de l'autre côté et c'est pour ça qu'il a été élu à un moment donné président de la Commission européenne. Et donc voilà, on connaît de multiples cas ici en Grèce, dans mon pays en Belgique, au niveau international, de personnes qui, quand ils étaient jeunes, jusqu'à l'âge de 25 ans, 30 ans, ont mené des combats et puis sont passés de l'autre côté, se sont résignés et sont passés du côté de la petite minorité privilégiée qui profite de la situation. Et ils font partie, dès lors eux-mêmes, d'une caste. Il y a beaucoup de journalistes comme ça aussi, qui professent un cynisme avec un esprit de supériorité par rapport à ceux qui continuent à se battre pour des idéaux. Moi, mes références, des gens que j'admire, c'est quelqu'un comme Manolis Glezos, ici en Grèce, qui depuis ses 18 ans, depuis 1941 et avant, s'est battu et continue à se battre tous les jours et se battra jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est des gens comme ça qu'il nous faut, beaucoup plus que les autres. Τι είμαστε σήμερα? Είμαστε ελεύθερη χώρα είμαστε. Είμαστε ανεξάρτητη υποτέλεση. Είμαστε στην πλήρη ολοκληρωτική υποτέλεια. Είναι άλλο θέμα η ελευθεριά και άλλο θέμα είναι η εθνική ανεξαρτησία. Δηλαδή το πρόβλημα της χώρας μας είναι πρόβλημα εθνικής ανεξαρτησίας σήμερα. Il y en a des historiens et des analystes politiques qui observent que le capitalisme a tué les idées, a assassiné les idées, les idéologies. Je dirais que la société capitaliste essaye de réduire au maximum l'espace de débat, mais elle n'y est pas parvenue. La société capitaliste a mis en place
toute une série d'instruments de domination idéologique et de communication qui visent à ce que les gens réfléchissent le moins possible par eux-mêmes. Mais ça ne réussit pas. Sinon, on n'explique pas pourquoi la population grecque s'est prononcée comme elle s'est prononcée le 25 janvier. C'est bien que malgré un discours répété de manière systématique par les grands médias et par les chefs de gouvernement qui étaient en place avant et les autorités européennes, malgré cela, la population grecque a écouté d'autres propositions et a donné son soutien et veut s'engager sur une autre voie. Et d'ailleurs, il faut dire très clairement que ça soulève une sympathie très importante dans plusieurs pays de l'Union européenne, à commencer certainement comme un pays comme l'Espagne ou le Portugal, mais dans mon pays, la Belgique, qui est un pays considéré parmi les plus forts, il y a beaucoup de sympathie pour ce qui est en train de se passer en Grèce. Des millions de personnes espèrent que le gouvernement grec et la population grecque vont pouvoir donner un virage à l'Europe aujourd'hui pour sortir de politiques austéritaires qui amènent à une dégradation des conditions de vie de la population. Les politiciens de nos jours n'ont pas la vraie force à imposer leur policy, parce que la force est au marché. Au marché invisible. En fait, non, ce n'est pas comme ça. Les politiciens, les dirigeants politiques, essayent de faire croire aux citoyens et aux citoyennes que les forces du marché sont tellement puissantes qu'un gouvernement ne peut pas y résister. Mais c'est tout à fait faux. Un gouvernement peut parfaitement prendre des mesures fortes pour imposer une discipline à ses puissances financières, restreindre en faveur de la démocratie les actions très dangereuses que ces puissances économiques mènent. On a bien vu où a mené la crise bancaire et les risques pris par les dirigeants des banques aux États-Unis, en Europe, y compris en Grèce. Et on voit très bien qu'il est possible de prendre des mesures fortes, comme ça a été fait à d'autres périodes. Lorsque le monde a été plongé dans la crise économique au siècle passé, dans les années 1930, l'administration Roosevelt aux États-Unis a pris des mesures très fortes pour séparer les banques de dépôt des banques d'investissement, pour établir des droits à l'égard de la population. Et ces actions fortes des gouvernements ont fait que pendant près de 50 ans, il n'y a plus de grande crise bancaire. C'est parce qu'on a déréglementé, à partir des années 70 et 80 surtout, ce qui avait été réglementé à partir des années 30, c'est parce qu'on a déréglementé dans les années 70-80 qu'on est arrivé à cette crise absolument terrible qui a frappé l'économie mondiale et grecque aussi il y a quelques années, depuis quelques années. Il est évident, M. Toussaint, que vous êtes préoccupé de la surendettement des États au niveau mondial. S'il s'agit d'une guerre économique, la création de cette commission de vérité sur la dette de la Grèce, et on pourrait dire que c'est notre arme la plus forte. Oui. Personnellement, le terme de guerre économique ne me convainc pas. Mais bon, si on reprend cette métaphore et parler de guerre économique, oui, c'est une arme d'autodéfense contre une agression. L'autodéfense légitime d'une population qui veut que ses droits soient garantis ou soient rétablis, parce que ces droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques ont été fortement
affectés par la crise économique, par les intérêts privés de quelques-uns et par les institutions qui, malheureusement, ont donné la priorité à ces intérêts particuliers privilégiés. Et donc oui, c'est une arme d'autodéfense dans ce sens-là. Το νεοφιλελεύθερο πείραμα ξεκίνησε στην πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Λατινική Αμερική. Πρώτες επλήγησαν οι πιο αδύναμες χώρες. Στη Βολιβία ιδιωτικοποιήθηκε ακόμη και το νερό. Quel est l'essence de la dette odieuse? Nous l'avons entendu, le terme en Cuba, des siècles avant. Bon, en fait, il y a le débat dans la société, au niveau de l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, autour de la légitimité ou illégitimité de la dette, l'injustice de la dette, le caractère odieux de la dette, c'est une longue histoire qui remonte y compris à Solon, ici en Grèce. Ça ne remonte pas simplement il y a deux siècles. Mais effectivement, on peut mentionner ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Espagne, qui avait encore un empire, et ce qui restait de l'empire espagnol comportait Cuba, Porto Rico et les Philippines. Et les États-Unis ont officiellement soutenu le droit de Cuba à conquérir son indépendance face aux Espagnols. Et donc les États-Unis ont fait la guerre à l'Espagne. Et quand ils ont gagné cette guerre, l'Espagne, au moment de négocier avec les États-Unis la signature d'un armistice, a dit aux États-Unis, bon, vous avez gagné la guerre, mais Cuba a contracté une dette à notre égard, puisque vous avez gagné la guerre, vous devez obtenir que Cuba nous rembourse cette dette, ou vous-même, vous devez nous rembourser cette dette. Et les États-Unis ont déclaré qu'il n'était pas question de payer cette dette, car il s'agissait d'une dette contractée contre l'intérêt du peuple cubain. Ils ont dit, c'est une dette odieuse. Et donc ça, c'est un des exemples qui marque dans le droit international le renforcement d'une notion qui est la notion de dette odieuse. Mais il y a eu au cours de l'histoire d'autres exemples. Par exemple, en 1923, une banque britannique a réclamé d'un pays qui s'appelait le Costa Rica le remboursement d'une dette, alors que ce pays s'était débarrassé d'un dictateur qui s'appelait Tinoco. Et ce pays, le Costa Rica, a demandé aux États-Unis, à la Cour suprême des États-Unis, de dire qui avait raison. Et la Cour suprême des États-Unis a émis un arbitrage pour dire le Costa Rica a raison, parce que la banque britannique avait prêté à un dictateur, ce dictateur est renversé, la dette ne doit pas être payée par le Costa Rica. Bon, ça, c'est des choses qui se sont passées à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. On pourrait parler de ce qui s'est passé en Irak en 2003-2004. De nouveau, les États-Unis sont intervenus avec leurs alliés militaires en mars 2003 en Irak. Et quelques semaines plus tard, le secrétaire d'État au Trésor des États-Unis a convoqué ses collègues du G7 pour leur dire, voilà, on va renverser
le dictateur Saddam Hussein, il faut annuler les dettes de l'Irak parce que ce sont des dettes odieuses. Donc il y a eu toute une histoire autour de la dette odieuse. Et la doctrine de la dette odieuse a évolué. Il ne s'agit pas simplement de dire que la dette est odieuse parce qu'elle a été contractée par un régime militaire ou un régime despotique. Ça, c'est la première définition. Mais la définition s'est élargie. Une dette odieuse, je dirais aujourd'hui, c'est une dette qui, quand on la contracte, est liée à des politiques qui violent gravement l'exercice des droits humains. Elle est donc odieuse en vertu de la nécessité de protéger les droits humains fondamentaux. Et ça, c'est une conquête des 50 dernières années, de l'après-Seconde Guerre mondiale, de la Déclaration des Nations Unies de 1948 et des pactes internationaux des années 1960, qu'on appelle le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international sur les droits civils et politiques. Toute une série de conventions internationales qui se sont accumulées au cours des dernières décennies et qui font que l'application du droit évolue. Le droit, ce n'est plus le droit romain tel qu'on le concevait il y a 2000 ans, ce n'est plus le droit napoléonien tel que Napoléon, reprenant le droit romain, l'a plus ou moins généralisé en Europe. Le droit évolue. Et donc la notion de dette odieuse évolue avec ce droit, et on peut y ajouter, si vous voulez, une définition importante. On va dire qu'il y a 3 critères fondamentaux pour parler de dette odieuse. Les 3 critères sont les suivants. En résumé, ça s'appelle absence de consentement, absence de bénéfice et connaissance des créanciers. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on analyse une dette, on va voir, est-ce que la population du pays concerné a été consultée et a donné son accord sur la contractation de cette dette? Et notamment ses représentants. Est-ce que le Parlement s'est prononcé et a délibéré pour contracter les dettes? D'accord? Deuxième condition, est-ce que la contractation de cette dette a bénéficié à la population? C'est le deuxième critère. Si ça n'a pas bénéficié à la population, c'est un deuxième critère qu'on prend en compte. Ou si ça a bénéficié, on prend en compte aussi et on dira il n'y a pas de dette odieuse dans ce cas-là. Troisièmement, les créanciers étaient-ils conscients du fait que la population et ses représentants n'ont pas été consultés et que les conditions imposées au moment de contracter la dette n'ont pas bénéficié à la population? Si on peut montrer que les créanciers étaient informés et conscients, donc ils sont co-responsables. Donc on a 3 critères qui permettent de définir une dette odieuse. Mais on peut parler aussi de dette illégitime. Une dette illégitime, c'est une dette qui a été contractée contre l'intérêt général et en faveur de l'intérêt d'une minorité privilégiée. Une dette illégale, c'est une autre notion, c'est une dette qui a été contractée sans respecter la Constitution et les lois. Une dette insoutenable, c'est encore une autre catégorie de dette. C'est une dette dont le remboursement empêche les autorités du pays de garantir à la population du pays l'exercice de ses droits humains fondamentaux. Et donc, la commission d'audit va discuter des critères à adopter. Je viens d'avancer des définitions. Les membres de la commission d'audit vont se réunir. Ils ont déjà commencé à se réunir. Ils vont discuter des critères et ils vont dégager un consensus pour définir comment on va analyser, une méthodologie sur comment on va analyser les dettes et quels critères on va adopter pour dire qu'une dette est légitime ou illégitime, légale ou illégale, soutenable ou insoutenable, odieuse ou pas odieuse. Voilà notre travail
C'est un grand travail à réaliser, mais je suis sûr qu'on va le faire très très bien. Et cette question a à faire avec l'œuvre de la Commission. Vous avez affirmé à plusieurs reprises que si une partie de la dette grecque a été déclarée odieuse, des autres États européens suivraient cet exemple. Est-ce que c'est une bonne raison pour nos créanciers à intensifier les résistances aux demandes du gouvernement grec? Les créanciers, bien sûr, qui ont, et on verra avec la Commission si c'est le cas, qui ont prêté sans respecter les lois, si c'est le cas, qui ont octroyé des prêts en imposant des conditions qui ne respectent pas les conventions et les traités internationaux. Si on démontre que effectivement cela s'est passé comme ça et qu'une partie de la dette est illégale, illégitime, insoutenable ou odieuse, effectivement ces créanciers seront remis en cause et leur droit à recouvrir la dette sera remis en cause. Et comme ils savent ce qu'ils ont fait, comme ils sont conscients de ce qu'ils ont fait, ils sont effectivement inquiets. Ils n'ont pas envie qu'on fasse la lumière sur ce qu'ils ont fait. Et par contre, les peuples, eux, ils ont tout à fait intérêt à ce qu'on fasse cette lumière. Et l'intérêt aussi général de ce point de vue-là, quel est-il? C'est qu'il faut que les créanciers apprennent qu'ils ne peuvent pas prêter n'importe comment, à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. C'est que s'ils prêtent en imposant des conditions qui sont abusives, qui sont peut-être illégales, qui sont peut-être illégitimes ou odieuses, ils prennent le risque de ne pas être remboursés. Si les créanciers commencent à être conscients qu'ils peuvent ne pas être remboursés, ils seront forcés d'adopter une autre attitude, respectueuse des droits. Donc dans ce sens-là, le travail que nous faisons sert l'intérêt général. L'intérêt, pas de cette minorité privilégiée, l'intérêt public. Mais l'intérêt public, l'intérêt de la majorité des citoyens et des citoyennes. Parce que peut-être nous sommes un cas de pères privés qui ont tenu à être des dettes publiques. Des dettes publiques. Oui, c'est clair, mais ce n'est pas uniquement le cas de la Grèce. C'est pour ça que les créanciers qui ont conscience qui n'ont pas respecté certaines lois, qui n'ont pas respecté certains traités, c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'ils craignent ce travail d'audit, parce que ça ne concerne pas simplement la Grèce. Ça concerne le Portugal, ça concerne l'Irlande, ça concerne Chypre, ça concerne en partie l'Espagne, mais ça concerne y compris des pays comme la Belgique ou la France. Il s'est passé des choses comme la transformation de dettes privées des banques qui avaient pris des risques tout à fait exagérés, leur transformation en dette publique. C'est aussi arrivé en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni et même en Allemagne. Et donc évidemment, le travail d'audit peut stimuler l'esprit critique des populations des autres pays européens. Et donc ça, c'est très positif. Mais les créanciers craignent que ça arrive. Même si l'éducation ne favorise pas l'esprit critique. Mais les systèmes éducatifs sont souvent très conservateurs et essayent de présenter l'état des choses comme le seul état existant possible. En même temps, heureusement, partout, dans des universités, dans des établissements d'enseignement secondaire, dans l'enseignement général, il y a des esprits critiques. Il y a des enseignants et des enseignantes qui essayent d'ouvrir l'esprit critique de leurs étudiants
de leur donner à avoir différents points de vue et à se construire eux-mêmes une échelle de valeurs propre en respectant des principes démocratiques fondamentaux. Ça arrive tous les jours aussi. Et donc, ça finira par donner des résultats beaucoup plus positifs que ceux qu'on connaît au cours des dernières années. Monsieur Toussaint, et le cas de Siemens est un exemple comment les pertes privées peuvent devenir des pertes publiques? Pour moi, l'exemple de Siemens, c'est l'exemple d'une grande entreprise qui, pour pouvoir obtenir des contrats et faire des bénéfices très importants, est prête à payer des pots de vin, donc à corrompre du personnel politique pour gagner des contrats. Ça a été prouvé, toute la population grecque le connaît. Et Allemagne aussi. Et allemande le connaît aussi, mais c'est surtout en Grèce qu'on a conscience de ça. Mais effectivement, la justice allemande a obligé Siemens à payer des amendes très lourdes d'ailleurs pour échapper à une condamnation pour corruption. Mais là, c'est l'exemple que de grandes entreprises qui vendent des équipements ou leurs services à un prix surfacturé, en versant des commissions aux hommes politiques, et sont responsables de l'augmentation de la dette publique. Parce que la Grèce, pour acheter les équipements fournis par Siemens, mais c'est aussi auprès d'autres entreprises. Il n'y a pas que Siemens, il y a Thyssen, il y a les entreprises d'armement françaises comme Thales, il y a des entreprises d'armement américaines qui ont vendu des équipements très coûteux aussi à la Grèce. Ces entreprises-là, en corrompant des hommes politiques qui achètent, qui convainquent dès lors le pays à acheter des équipements dont ils n'ont pas besoin, ou en tout cas à des prix tout à fait exagérés, ces hommes politiques ensuite, pour payer la facture, empruntent et font augmenter la dette publique. Et donc effectivement, on peut se rendre compte qu'une partie de l'augmentation de la dette publique grecque est le résultat de la corruption et de contrats avec de grandes entreprises comme Siemens. Une dernière question. Pensez-vous que ce comité pourrait être un point de départ pour chercher d'autres moyens à gérer nos affaires micro- et macroéconomiques? Bon, ce comité, en tout cas, peut montrer et servir de référence. Excusez-moi, au niveau mondial. Bon. Ce comité, pour moi, si vous voulez, l'initiative prise par le Parlement grec avec le soutien des autorités grecques maintenant, est un exemple historique. Ça, c'est certain. Parce que jusqu'ici, il n'y avait pas eu une décision d'un Parlement, l'initiative du pouvoir législatif, d'instituer une commission avec le soutien alors des autres pouvoirs exécutifs, le soutien de la magistrature. Il n'y avait pas encore eu ce type d'initiative. Il y avait bien eu l'exemple de l'Équateur, qui était une initiative tout à fait intéressante. Mais ici, au cœur de l'Europe, c'est réalisé à l'initiative de l'institution parlementaire, et ça va faire réfléchir beaucoup de parlementaires de par le monde et beaucoup de citoyens qui vont se dire, mais si on fait ça en Grèce pour établir la vérité sur la dette, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en Allemagne? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en Belgique? Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas aux États-Unis, au Japon, qui a une dette extrêmement élevée, et bien sûr dans une quantité d'autres pays? Donc de ce côté-là, la décision du comité, dans la création du comité d'audit qui consiste à dire Madame Sofia Sakorafa va faire le lien entre le Parlement, le comité d'audit mis en place au niveau du Parlement grec et le Parlement européen et les parlements nationaux des autres pays de l'Union européenne, est une initiative excellente qui, à mon avis, va rencontrer un écho large. C'est vrai ça, mais je parle aussi au niveau de la relation de la production et de la consommation. Mais il est clair que si
on réfléchit bien à quoi doit servir l'audit de la dette. C'est une réflexion sur comment on finance l'activité des États. Est-ce qu'il est absolument nécessaire de financer l'activité de l'État fortement par un endettement massif? Je crois qu'on peut réduire le recours à l'endettement, qu'on peut contracter des dettes légitimes, c'est-à-dire contracter des dettes pour satisfaire et rencontrer l'intérêt général. Contracter des dettes pour améliorer les conditions de vie d'une population, pour améliorer la capacité d'une économie à satisfaire les besoins de sa population et dans les échanges internationaux à améliorer ses capacités d'investissement. Et pas sous ce prétexte. Et le faire, je veux dire, c'est une réflexion importante de se dire, plutôt que de considérer qu'on peut s'endetter à l'égard de l'étranger parce qu'on va au maximum exporter vers l'étranger, on pourrait réfléchir et se dire on doit aussi avoir des circuits économiques plus courts, avoir un appareil productif qui soit capable de répondre aussi aux besoins du pays, où il y a un marché intérieur qui a des besoins. Pourquoi exporter un maximum et importer aussi un maximum? On peut, bien sûr, il faut importer et il faut exporter. Il faut importer des combustibles parce que tel pays comme la Grèce n'a pas suffisamment de production de combustible. Bien sûr, il faut importer et exporter. Bien sûr, il y a une série de produits, la Grèce ne va pas tout produire. Mais la Grèce et les différents pays peuvent déjà renforcer, par exemple, la production d'aliments à consommer dans le pays et favoriser donc l'économie productive locale. Mais bien sûr aussi consommer des produits réalisés avec des techniques de haute technologie, satisfaisant aussi le marché. Et donc recourir moins, je n'ai pas dit abandonner le recours au financement, mais réduire le recours à l'endettement, de manière à être beaucoup plus responsable et libre de son propre développement et à favoriser le renforcement des producteurs du pays lui-même dans les meilleures conditions de travail, de salaire possible. Parce qu'on nous dit la Grèce doit être absolument compétitive au niveau des salaires par rapport aux autres pays. Mais tout ça, c'est parce que le modèle économique est entièrement tourné vers la concurrence internationale. Si on a une plus grande partie de la production qui est destinée au marché intérieur, le problème n'est pas alors d'être concurrentiel par rapport aux ouvriers chinois ou aux ouvriers allemands ou aux ouvriers brésiliens. Le problème, c'est de produire dans de bonnes conditions des produits de qualité pour la population et d'en exporter une partie et d'importer ce qu'on est incapable de produire. Donc effectivement, une réflexion qui va au-delà strictement de l'audit est possible. Autour de l'idée, on peut réduire le recours à l'endettement, le recours à la dette publique. On peut réaliser une politique d'emprunt qui prend comme perspective un nouveau modèle économique qui assure, je dirais, la transition écologique aussi, parce qu'il faut diminuer toute une série d'externalités de production, par exemple, polluantes, qui renforcent l'effet de serre. C'est aussi l'intérêt d'avoir des circuits plus courts que des circuits sur des dizaines de milliers de kilomètres où les produits circulent dans tous les sens, ce qui amène le dégagement de gaz à effet de serre. Tout ça est donc, je dirais, une extrapolation possible à partir de l'audit. Mais l'audit lui-même a une ambition plus limitée. Et donc, les membres du comité d'audit vont scruter scrupuleusement
ce qui s'est passé avec la dette grecque. Ensuite, les citoyens et une série d'autres personnes parmi eux peuvent commencer à établir certains raisonnements qui sont plus complexes et qui ouvrent la perspective d'un autre modèle économique et social, un modèle plus juste socialement aussi, où on n'est pas par la dette en train d'enrichir une minorité financière privilégiée au détriment d'une majorité qui doit payer par ses impôts et par ses sacrifices des créanciers qui ne se sont pas comportés de manière responsable et juste. Réglant les profits. En réglant... oui, il s'agit de plutôt donner la priorité aux droits humains fondamentaux et à l'intérêt de la majorité qu'au profit et à l'accumulation de profits effrénés par quelques-uns au profit de quelques-uns. Bien sûr. Monsieur Toussaint, je vous remercie pour votre altruiste offre à nos affaires. Je vous souhaite un bon voyage et à bientôt. Nous allons discuter en plus. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous. Et effectivement, je suis à votre disposition pour d'autres rendez-vous. C'était un honneur. Merci. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η συζήτηση με τον επιστημονικό συντονιστή της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος. Από όλους εμάς στο στούντιο, γεια σας. Θα μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να υπερβεί τη φυσική του ροπή προς την αδράνεια, την ησυχία. Αν στο Θουκυδίδης το είχε πει αυτό. Ή η ελευθερία ή η ησυχία πρέπει να διαλέξετε. Είτε είσαστε ελεύθεροι είτε είσαστε ήσυχοι. Τα δύο μαζί δεν γίνονται.